On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview sur ton métier, ton parcours. Tu es une game designer et narrative designer spécialisée en world building, donc création d'univers pour nos moins anglophones. Tu as commencé en tant que freelance durant tes études et tu as travaillé en studio, notamment chez Iverprod en stage et Miklo, où tu es devenu lead designer quand même. Aujourd'hui, tu travailles en freelance pour des clients comme le Centre national des recherches scientifiques, donc bravo parce que ça fait sérieux sur le CV et ton travail C'est sûr. s'inspire beaucoup de tes voyages et c'est normal quand ta mission c'est globalement de raconter les histoires de tout un chacun via le jeu vidéo. Je souhaitais savoir en premier lieu, parce qu'on a aussi dans l'équipe une personne qui est game designer, euh, on dit pas trop game designeuse, on dit plutôt game designer pour le mix, ou toi t'es plutôt d'une autre école Non, en fait, je travaille essentiellement en anglais, du coup, il y Mm. a pas vraiment de distinction de genre, dans la version anglaise, ce qui me va très Ok. bien. Bon bah nickel alors. Et je souhaitais savoir en premier lieu comment tu t'es dit le game design c'est mon médium, il est à moi. Parce que le game design c'est vraiment le cœur du jeu d'un médium ludique quoi. Donc à quel moment tu t'es dit ok, j'adore faire ça, c'est trop bien, c'est à moi. Ouais, c'est un peu une histoire en 2 temps, enfin qui s'est construit en 2 temps en fait, parce que, quand j'étais petite, je pratiquais beaucoup le jeu vidéo. Quelque chose que j'ai commencé très tôt, je jouais déjà avec mes parents, genre quand j'avais 4 5 ans avant de savoir lire, en fait. Et à l'époque, dans les milieux extérieurs, genre à l'école et avec mes amis et tout, c'était quelque chose qui était très masculin et qui était pas du tout, Mm. je me sentais pas légitime quoi, j'en parlais absolument pas. Je pense que c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de personnes, qui ont grandi à peu près en même temps que moi et du coup, je me sentais vraiment pas légitime d'avoir envie de bosser dans le jeu vidéo ou même de m'intéresser à ce domaine. Mais j'adorais raconter des histoires et j'ai toujours eu envie de faire ça et j'ai toujours eu envie de créer des jeux, d'un format ou d'un autre, donc plutôt papier. Et je m'orientais plus vers la littérature parce que ça me semblait vachement plus accessible que le jeu vidéo. Et en fait, au lycée, j'ai pris une option en terminale où j'ai fait de la programmation. J'ai trouvé ça trop bien et j'étais plutôt douée et c'est ça, en fait, qui a orienté mon parcours, enfin mes études, en fait. Je suis partie faire des études de programmation et en faisant des études de programmation, il se trouve que je me suis retrouvée dans un milieu qui était essentiellement masculin, où c'était vachement plus toléré de faire du jeu vidéo et ça a un peu légitimisé ma pratique du jeu vidéo et à partir de ce moment-là, j'ai osé affirmer que, j'avais envie d'en faire mon métier et j'y suis allée à fond, en fait, à partir de ce moment-là, ouais. Pour revenir sur ton parcours justement, tu disais que tu avais fait plutôt des études de programmation. Mmh. C'est vrai que globalement, tu as fait un parcours d'ingénieur. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les écoles privées qu'on connaît dans le jeu vidéo pour accéder à ton statut ou un parcours plus ingénieur? Est-ce que c'était plus généraliste aussi Ouais, en fait, les écoles d'ingénieurs, il y en a, plein et de de nature très différente. Il y a des écoles qui sont très généralistes et moi, comme, justement, j'avais déjà découvert un peu, cette appétence pour la programmation, j'ai choisi une école d'ingénieur qui était vraiment orientée, informatique, développement logiciel. Alors j'ai vu plein d'autres choses, hein. J'ai fait quand même, de la physique quantique, j'ai fait, de la robotique, de la cybersécurité, de manière superficielle, mais pour m'introduire un peu à ces milieux et les connaître. Mais effectivement, ça reste un parcours qui est très très orienté programmation et j'ai eu la chance dans l'école que j'avais choisie d'accéder à un Erasmus, que j'ai fait au Pays de Galles, pendant lequel en fait j'ai fait à la place d'une année d'école d'ingénieur, j'ai fait une année de master en jeux vidéo, donc beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir, comme apprentissage, en école privée de jeux vidéo et c'est vraiment ça qui m'a permis d'accéder en fait à l'industrie. Hmm. Et donc, maintenant qu'on a introduit tout ça, qu'est-ce que c'est que le game design? Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais comment tu décrirais ton métier, ce dont tu es en charge dans un jeu vidéo? Ouais.
C'est une très bonne question. Le jeu vidéo, c'est un milieu qui est encore, assez jeune, donc les métiers sont pas toujours forcément bien définis. Enfin, disons plutôt qu'ils sont définis de différentes manières en fonction des structures dans lesquelles on le pratique et généralement, ce que je dis à des gens qui connaissent pas du tout le milieu, c'est que, en tant que game designer, je suis en charge de la partie plutôt théorique dans le jeu vidéo. Donc que ça soit, l'histoire, que ça soit, les règles, qui régissent un petit peu le monde dans lequel on va évoluer ou toutes les interactions, entre les utilisateurs et les utilisatrices et la machine, hein, le Mmh. PC ou la console et à des gens qui connaissent le milieu, je leur dis que le métier de game designer, c'est faire de la documentation. C'est Oh vraiment, waouh! principalement, rédiger de la doc. Ils le voient pas du coup de manière un peu négative ton métier quand tu leur dis comme ça? Je veux dire, il y a plein d'aspects positifs, mais il faut vraiment se rendre compte que la réalité au quotidien, quand on va bosser, qu'on arrive, sur son bureau le matin et qu'on se met à ses tâches, c'est quand même une grande partie de documentation et et évidemment, enfin, je veux dire, ça englobe, tout cet aspect un petit peu génial de prendre, des idées théoriques et de les matérialiser, en fait, en quelque chose de concret que les équipes de production vont pouvoir, exploiter pour fabriquer le jeu. Mmh. Mais ça reste quand même de la formalisation. Bah, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui te comprennent sur cette explication et qui disent I feel you, c'est trop compliqué d'expliquer le métier, des choses comme ça. Mmh. Mais du coup, oui, je vois en plus, je pense que pour des personnes qui vraiment enfin, ne voient pas ce qu'il y a derrière un travail, ils s'imaginent pas que rendre quelque chose amusant, ça demande de la réflexion. Et pourtant, on le Ouais, ouais, sait. tout à fait. On le sait que c'est pas facile hein, de créer bah, du Mmh. divertissement, des choses comme ça. Mais donc, bah, merci pour cette réponse. Je le dirai maintenant quand on me pose des questions sur les métiers du jeu vidéo. Alors, il y a le game designer, il fait toute la documentation. Et après, il y a celui qui fait que les dessins. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette malchance de devoir expliquer à des personnes qui sont vraiment extérieures. Mais parce que peut-être mon métier est plus facile à expliquer vu que je fais plutôt le côté artistique, Mmh. graphisme, quoi. Donc c'est plus facile. Mais je Dans vous dans comprends. une certaine mesure, tu as aussi beaucoup de documentation à produire. Enfin, je suppose que quand tu fais des concept art, tu es quand même obligé de Mm. faire des recherches et tu dois Ah bah produire, oui. des choses qui sont lisibles par le reste de l'équipe. Donc bon, Mm. c'est un Et peu tu vois, je pense qu'on se c'est retrouve, sur ces sous-estimé, hein. domaines-là. C'est Ouais, sous-estimé comme partie. Parce que vous faites un peu tout ce qui est justement le côté qu'on voit pas. Donc c'est. absolument. Nous, on écrit, la phase, immergée de l'iceberg pour que d'autres puissent profiter de ce qui apparaît en surface. Et bah d'ailleurs, quand tu commences à imaginer un projet, soit que ce soit peut-être pour ton côté professionnel ou peut-être aussi que tu as des projets un petit peu à côté, comment tu commences à aborder ces idées, comment tu les mets en place, surtout quand il y a besoin de collaboration en général. Mmh. Ouais, en fait, alors, je pense que c'est important de le préciser, mais moi, je travaille surtout sur la scène indépendante. Mm. Donc ça reste quand même, des structures très spécifiques, hein, qui sont pas, celles, des productions de triple A et généralement, ce travail, quand je le fais avec mes clients, je leur propose de procéder, en 3 phases avant de rentrer dans, bah, dans la grosse phase de production qui est plus connue. On arrive mieux à identifier ce que c'est. Je pense qu'il y a 3 phases qui sont intéressantes à aborder avant. La première, c'est la phase d'idéation. Ensuite, on a une phase de conception et après une phase de pré-prod. Donc la phase d'idéation, c'est vraiment le moment où on va, explorer l'idée. Quand on a envie de faire un jeu, on a souvent une idée qui est pas hyper précise, tu vois? Mm. On a quelques bribes qui commencent à se mettre en place, on sait pas vraiment quoi en faire, on sait pas comment, travailler la matière. Là, c'est une phase où on va la pousser, sans se mettre de contraintes, sans envisager ce qu'on est capable ou pas de produire. Juste en se disant: «OK, on a cette idée, elle est sympa, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec?» Si on avait un budget illimité et une équipe, idéale, on va dire. Et une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a une meilleure idée de enfin, qu'on a réussi à, commencer à donner un petit peu de matière, en fait, autour de l'idée initiale, on rentre en phase de conception qui est, la phase qui demande, le plus de enfin, qui est la plus difficile, en fait, parce qu'elle demande, entre guillemets, «le plus de sacrifices». C'est vraiment le moment où on va prendre tous les possibles qu'on a imaginés en phase d'idéation et qu'on va se dire: «OK, ça, on concrètement, on peut le faire et ça, on peut pas le faire» et c'est à ce moment-là qu'on définit le scope du projet, en fait.
Mmh. Et il y a 2 manières d'aborder cette phase, enfin 2 manières principales, hein, évidemment il en existe plein d'autres. Mais ces 2 manières sont, une approche plutôt ascendante et une approche plutôt descendante. Et par là, j'entends, en fait, on identifie ce qu'on a envie de faire avec le projet. Est-ce que notre idée initiale, est-ce que ce dont on a envie de partir, c'est plutôt un game feel, c'est un élément de gameplay, en fait, c'est, une petite boucle qui marche bien et qui a un flow qui est sympa? Ou est-ce que c'est plutôt un concept, très théorique, une atmosphère, un sentiment, une émotion? Si on part d'un élément de gameplay, on a une approche qui est plutôt ascendante, c'est-à-dire qu'on va du micro vers le macro. Donc on va partir de cet élément de gameplay et on va construire tout le projet à partir de ça pour respecter cet élément de gameplay. Et c'est le cas, par exemple, des licences comme, Super Mario Bros, où, vraiment on voit qu'ils ont cherché à conserver un flow et un gameplay, très spécifiques et qu'ils ont construit tout l'univers autour. Et c'est pour ça que les petits ennemis, ils ressemblent à des champignons, c'est pour ça qu'il y a pas vraiment de cohérence narrative, en fait, dans le design des ennemis, par exemple, mais ça Mmh. marche quand même extrêmement bien. Et à l'inverse, si on a envie de partir d'une émotion ou d'un sentiment ou d'une atmosphère, on travaille avec une approche qui est descendante, c'est-à-dire qu'on part des concepts plutôt généraux pour aller vers, le détail. Et c'est par exemple le cas dans Subnautica, où vraiment ils avaient envie de représenter, cette espèce de peur de l'abysse, de sentiment un peu, tu sais, où tu as l'impression que tous tes organes descendent à l'intérieur de ton corps quand tu te rends compte Oui, de c'est la plus une grandeur qui est face émotion, à oui. toi. Exactement, et donc on va travailler cette émotion et tout le design du projet a été fait pour te faire ressentir cette émotion le plus souvent possible et à plein d'échelles différentes. Tu vois? Que ce soit l'environnement, que ce soit, quand tu découvres des nouvelles formes de vie ou, dans les actions que tu es en train de faire quand tu te rends compte de l'étendue en fait, des possibles, en termes de craft, tu vois? Tu ressens cette espèce de sentiment où tu es genre émerveillé et en même temps tu super, enfin tu es un peu mal à l'aise par rapport à la quantité de choses, qui s'étalent devant toi. Donc ça, ce sont les 2 approches qu'on peut avoir en phase de conception. Et une fois qu'on a réussi à identifier tout ça, il faut commencer à les poser sur papier, hein, malheureusement, on attaque déjà à cette étape-là, la partie documentation. On passe en phase de pré-prod et là, c'est vraiment, bah, rédiger en fait, un GDD, un Game Design Document, qui va permettre ensuite, le lancement de la production. Et si je peux donner un petit conseil, quand même, sur toutes ces étapes et sur, ce process pour transformer, une idée, immatérielle, juste un feeling quoi, en quelque chose de concret qu'on va pouvoir produire, c'est qu'il faut vraiment, faire des petits prototypes à chaque étape et itérer et revenir et ne pas hésiter à boucler en fait et à repasser par des phases d'idéation si on s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment, détaillé son idée en fait. OK. J'ai une petite question dans le chat qui est: est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour, un ou une GD en phase de production, slash polish? Ouais, alors ça dépend vraiment du projet. Parce que, il y a des projets où en fait, sur toute la phase de production, les GD, ils font juste du suivi. Ils s'assurent que, la documentation qu'ils ont rédigée, elle est lisible. Si jamais ils voient que le reste des équipes a un peu du mal à interpréter, leur travail, bah, ils reformulent, ils rédigent de nouveaux documents, ils complètent, ils font des schémas. Et il y a des projets, certains types de jeux vidéo qui nécessitent par exemple beaucoup d'équilibrage. Et l'équilibrage, ça se fait vraiment une fois qu'on a mis en place la structure. Donc là, pareil, on travaille en itération pendant la phase de production où, on a, les équipes, techniques, que ce soit artistiques ou développement, qui vont passer sur, la documentation qui a été produite par les GD. Et une fois que, on a un prototype qui est jouable, bah, les GD arrivent et commencent à faire un petit peu d'équilibrage et puis ils identifient à ce moment-là, les éléments qui doivent être modifiés et on boucle, en fait. Et on alterne entre, les développeurs et les artistes qui passent sur le projet et les game designers qui vont venir affiner l'équilibrage tout au long de la phase de production. Ah oui, donc il y a un moment, en fait, tu vas rentrer un peu dans une boucle infernale où tu Exactement, vas et d'ailleurs, c'est extrêmement dur d'arriver à identifier à quel moment on s'arrête parce que plus tu mmh, rentres dans des boucles, plus tu fais aussi, enfin, tu vois, quand ton projet commence à être un petit peu avancé, tu vas le faire playtester à des externes, donc tu passes par différentes phases de playtest, alpha, bêta, enfin, on les connaît. Et plus tu fais rentrer du monde, plus ça va te ramener des mmh. choses à modifier, des choses à améliorer dans ton projet et il y a un moment où c'est un peu infini, quoi. Tu sais pas à quel moment tu te dis: «OK, là, moi, je Oui, suis OK. satisfaite par, ce qui a été Ouais. produit, quand est-ce qu'on s'arrête, quoi?» Bah, je
Je vois, enfin, dans tous les métiers créatifs, il y a un peu ce truc-là, mais quand ça devient industriel, je pense que c'est encore plus dur parce que bah il y a des obligations derrière hein, qui vous Mmh. obligent à pas que ça dure non plus bah, des milliers des cents. Sinon bah c'est quel jeu? C'est Star Citizen du coup qui est bloqué un peu dans cette boucle-là de on veut toujours faire mieux, mais au final ils ont pas de date définie. Absolument, ouais. Bah ouais, c'est vraiment super intéressant parce que moi je connais pas ce côté-là. Je pense que dans le chat il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent. J'espère que c'est des astuces que vous pourrez utiliser, que ce soit durant la jam ou même vos projets personnels, parce que la jam tout est condensé super rapidement. Donc la boucle elle est obligée de se cesser à un moment. Mais aussi, tu t'arrêtes pas que sur du game design, sur les jeux en eux-mêmes, tu as aussi des compétences en gestion d'équipe. Et ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose de super intéressant pour les jammers ou juste des personnes qui tombent sur ce stream. Euh, Tu aides les entreprises donc à s'organiser et à adopter des comportements sains. C'est un réel défi quand on sait bah, que l'industrie, elle peut être un petit peu bah, à côté, mais au même titre que d'autres industries. Hein. Mais est-ce que du coup c'est quelque chose qui te portait vraiment à cœur de parler de tout ça? Ouais, c'est un vaste sujet, il y a beaucoup à dire. Tu parlais tout à l'heure de la différence entre, les formations, d'ingénieurs et celles d'écoles de jeux vidéo, par exemple. Ça, c'en est une que je pense, majeure. C'est qu'en école d'ingénieur, moi, j'ai eu, quand même, une grande partie de mes études dédiées à justement apprendre, enfin gagner des compétences en gestion de projet, en gestion d'équipe, globalement des compétences managériales, en fait. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un poste qui me plaisait. J'avais envie, de faire du game design, mais aussi, de structurer des équipes et d'évoluer plus, sur un plan managérial. Et en effet, on est dans une industrie qui manque, cruellement de de structure et de comportement sain. Et parce que ce qu'on observe, c'est principalement que l'industrie, elle est très polarisée entre des acteurs qui sont, on va dire, d'une autre génération et des acteurs qui arrivent en masse et qui sont très jeunes et qui sortent juste d'école et qui n'ont pas encore eu le temps, comme ils viennent, juste de finir leur formation initiale, de tester et d'apprendre à gérer les composantes plus de culture d'entreprise. Du coup, ils se rendent pas forcément compte que, le management qu'on leur propose quand ils arrivent dans une structure, dans le monde du jeu vidéo, il est, peut-être un peu obsolète. On voit beaucoup de managers qui essaient encore de mettre en place, des méthodes, qui reposent sur le culte de la personnalité ou la compétition, et ça, c'est des choses qui, on le sait, sont obsolètes maintenant, ne fonctionnent plus. Et les acteurs qui sont jeunes, n'ont pas forcément, envie d'aborder le sujet parce que, bah, trouver du travail dans le milieu du jeu vidéo, c'est déjà suffisamment compliqué. Mais il faut oser le faire et il faut, ne pas négliger, l'importance de mettre en place, du middle management et l'importance de, choisir des méthodes de management qui sont, saines et qui reposent plus sur, l'entraide et la confiance. Hmm. Est-ce que t'as des choses que tu mets en place dans tes accompagnements alors, soit des exemples que tu as le droit de donner, parce que j'imagine bien qu'il y a des choses que tu peux pas forcément tout dire sur là où tu as travaillé, ou soit enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place dans ces gestions d'équipe Ouais, tout à fait. Alors effectivement, je le secret d'entreprise fait que je ne peux pas du tout parler, des expériences que j'ai eues, ni d'ailleurs de la relation avec mes clients puisque je leur assure une confidentialité, très forte. Mais, il y a des choses que moi je mets en place, spontanément en fait dans les équipes où j'arrive ou quand je crée une équipe. Hem, Entre autres, beaucoup de demandes de feedback et à toutes les échelles. En fait, le feedback, c'est super important. Et il faut pas hésiter à demander, quel que soit son niveau hiérarchique, du feedback, aux gens qui sont, au-dessus et en dessous, en fait. Mm. Et voilà, donc assurer une bonne communication, faire confiance aux gens, les responsabiliser sur leur travail et mettre en place aussi beaucoup de formations et éviter de mettre en place des structures où les décisions sont prises, en fait, de manière extrêmement hiérarchique. Je veux dire, on est sur des domaines qui sont très artistiques, où c'est important d'entendre toutes les voix et je trouve ça beaucoup plus agréable de travailler dans des équipes où, on construit en fait le projet ensemble. Mm. Bah oui, c'est vraiment super important.
Quand tu parles de formation, tu parles de formation sur le travail ou aussi des formations sur ce qu'on appelle des soft skills maintenant en plus? Ouais, absolument, bah, c'est super important d'avoir un bon set de soft skills. On pourra en reparler un petit peu plus tard si tu veux, mais moi et j'ai encore d'ailleurs souvent l'occasion de faire du recrutement et c'est vraiment ce qu'on va chercher à identifier en fait, les soft skills, ça fait partie des clés de développement professionnel maintenant et hem et c'est très important de former les gens qui n'ont pas, eu accès à ces compétences pendant leur formation initiale. Il y en a beaucoup et de leur faire prendre conscience que, voilà, on est en milieu professionnel, il faut fonctionner d'une certaine manière, il faut, respecter les autres, il faut respecter sa vie privée et on n'est pas là pour, abuser des gens, sous prétexte qu'on est dans un domaine, qui est un métier passion. Bah, on peut rebondir hein, sur le recrutement sans problème, donc tu en fais. Ça met un peu la pression. En tout cas, c'est vrai que qu'à un moment, faut forcément que quand j'imagine, on devient lead, bah c'est un peu toi qui aimerais bien savoir qui vient dans ton équipe, c'est important. Est-ce que bah tu aurais des conseils à donner à des personnes qui essayent de trouver leur place dans ce milieu bah, qui est quand même très sélectif et puis tu parlais de soft skills, de choses comme ça peut... Ouais, absolument, alors, quand on fait du recrutement, je parle du point de vue vraiment du recruteur, hein. Quand on fait du recrutement, on considère que, à partir du moment où on a un profil, de jeune qui sort, par exemple d'une école de jeux vidéo, c'est un profil qui est techniquement compétent. C'est des gens qui ont suivi des formations, qui sont en train d'être diplômés ou qui sont déjà diplômés, donc ils ont toutes les compétences techniques et on remet pas trop ça en cause. Par contre, ce qu'on va vraiment chercher à comprendre, en entretien justement, bah, c'est ça, c'est, à quel point ces gens sont, hem familiers avec, les soft skills et est-ce qu'ils ont déjà, une idée de comment se comporter en milieu professionnel? Parce qu'en fait, c'est ça qui facilite l'intégration au sein Mm. des équipes. Si les gens ont une bonne éthique de travail et sont au courant des pratiques professionnelles, ça sera beaucoup plus facile de les intégrer dans une équipe et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mm. Et pour évaluer ça, c'est plutôt quand vous les rencontrez ou c'est des choses que vous voyez, que vous aimez bien quand vous voyez que c'est mis en avant, par exemple? Ah, on peut Alors tout à définir fait. soft skill. Attends, juste, ouais, si d'abord on peut définir soft skill, c'est vrai qu'on l'emploie comme ça, mais il y en a peut-être qui connaissent pas. Je te laisse le faire. OK. Alors déjà, il y a un cadre européen pour les soft skills que vous pouvez trouver en ligne, mais je peux, vous donner quelques exemples. Pour les soft skills, donc il y a l'éthique professionnelle déjà, on a aussi, la façon dont les personnes vont communiquer et globalement, on parle de comportement professionnel. Enfin, dans les soft skills appliqués au travail, on parle de comportement professionnel. Donc ça passe par le respect des autres, éviter d'avoir des biais, les uns vis-à-vis des autres et s'assurer une certaine adaptabilité et des bons skills de communication. Voilà et pour répondre à ta question du coup, en fait, on a des moyens de le voir en entretien. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui passent sur, l'interaction sociale. C'est toujours plus facile d'avoir des entretiens, qui ne sont pas en visio parce que, instinctivement, on sent mieux en fait, Mm. le développement des relations sociales. Voilà, bon après en visio ça marche aussi, mais pour un recruteur, c'est plus facile quand l'interaction est, en présentiel. Et surtout, en fait, on se sert c'est un peu trompeur, mais on se sert des tests techniques pour identifier, les Mm. soft skills des gens. Parce que, quand on donne un test technique à quelqu'un, qui postule, on s'attend à ce que, tous les éléments techniques soient validés. Parce que comme je l'ai déjà dit, en fait, c'est des gens qui ont reçu des formations, donc on sait qu'ils sont compétents techniquement. Et ce qu'on essaie d'identifier, c'est plus comment, ces éléments techniques, sont présentés. Est-ce que, les textes sont clairs? Est-ce que c'est accompagné de schémas? Est-ce que, le niveau de langage est approprié? Est-ce que, on prend du plaisir à lire le test technique qui nous est donné? C'est vraiment ces éléments-là, en fait, qu'on juge. Parce que c'est vrai que sur les tests techniques, il y a par exemple, j'en ai passé quelques-uns, et il y avait des fois des questions que je me posais, parce que j'ai eu une exemple d'un test technique qui était super sain, et une exemple d'un test technique qui l'était un peu moins. Et du coup, OK. maintenant, c'est c'est assez marrant parce que je peux évaluer,
mais je me suis dit, par exemple, est-ce que j'ai le droit de demander de l'avis aux autres parce qu'il y a des NDA? Mais d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose de positif quand on fait une production, de dire qu'est-ce que tu penses de ça? Mais d'un autre côté, bah, le but d'un test technique, c'est de m'évaluer techniquement, de ce que je comprends. Il y a plein de questions qui se mélangent quand on en fait et qu'on est du côté de la personne qui en passe. Donc, est-ce que toi, t'aurais des réponses sur des attitudes que vous valorisez? Est-ce que pour toi, par exemple, ça peut être honteux que quelqu'un renvoie pendant un test technique des questions, ou au contraire, c'est quelque chose de positif, parce que ça montre que la personne, elle veut faire quelque chose de bien? Après, bien sûr, ne donne pas tous les secrets que, que vous évaluez, parce que si vous donnez votre grille d'évaluation, ce serait trop facile. Ouais, Mais alors hmm, la grille d'évaluation, elle est propre à chaque entreprise, donc bah oui. moi je parle que de de mon expérience personnelle et de la façon dont j'aborde le recrutement. Mais, Hmm. hem, mais oui, tout à fait. Alors, évidemment, poser des questions, c'est super important. Ça vous permet d'avoir une meilleure prise en main des tests techniques qui vous sont proposés et ça montre vraiment votre implication. Et ayez pas peur de poser des questions, même, juste pour, vérifier, en fait, des choses qui paraissent évidentes. Je veux dire, si ça vous pose question à vous, obtenir une réponse, ça vous permettra de fournir un test technique qui est plus qualitatif. Donc c'est Hmm. important de poser dans tous les cas. Hem et des choses qu'on va valoriser, bah, comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment, on s'attend à ce que vous validiez toutes les compétences techniques, sans difficulté et ce qu'on va, vraiment valoriser, c'est, le format du rendu, en fait et la lisibilité et la clarté et l'agréabilité du document que vous allez fournir. Il y a quelqu'un qui demande comment se former à ça, la clarté, la communication, etc. Alors, je me permets le petit instant promo. On a par exemple un partenaire qui s'appelle Abiding Bridge. Je ne sais pas si tu connais Gramophone. C'est une maison d'édition indépendante qui aussi propose des formations à prix libre. Et il me semble qu'il y a plusieurs formations qui portent sur ces sujets. Donc n'hésite pas, Fantôme, à regarder un peu le panel des formations d'Abiding. Mais pour se former tel quel, bah je renvoie la balle à Gramophone, si toi aussi t'as des astuces ou des formations que tu connais qui sont cool. Pardon, tu as coupé, est-ce que tu peux Ah répéter la pardon. fin de ta phrase? Ou alors si tu as des conseils ou des formations que tu connais qui sont cool à ce sujet. Ouais, alors, bon, alors déjà, je vous encourage, à regarder le cadre européen des soft skills parce que ça vous permettra d'avoir, une meilleure prise en main des compétences à développer. Ensuite, en effet, les ressources, que tu as données sont très pertinentes. Il y a des tas de cours, en ligne. Moi, j'en ai pas utilisé particulièrement parce que j'étais formée à ça dans ma formation initiale, mais il y en a partout sur internet donc n'hésitez pas. Surtout, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'essayer plusieurs choses pour avoir plusieurs approches différentes, pour avoir vraiment, un développement complet et pouvoir former, en fait, votre propre approche du sujet et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de lire des choses ou de regarder des vidéos qui parlent de médiation scientifique parce que c'est un très bon exemple de, comment communiquer, des choses, compliquées de manière, agréable et claire. Donc voilà, la médiation scientifique, un sujet super sympa. Je suis en train de chercher du coup la liste des soft skills européens, qui aussi se nomme, pour ceux qui cherchent, compétences transversales. J'ai l'impression que c'est ça aussi le nom. Il y a par exemple le leadership, l'auto-évaluation, l'adaptation, la flexibilité. Il y a plein de choses. Mais pour ce qui est du site en lui-même, je vous avoue que le site officiel, j'essaye de le chercher pour vous glisser. Je le trouve pas forcément. Ah si, peut-être si, j'ai peut-être le site de l'Europe. Hop, je vous le mets dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose ou sur lequel les formations s'intéressent récemment. J'ai eu la chance d'avoir des cours de soft skills à mon école, ce qui était assez, ce qui était assez fou parce que je m'attendais pas à ça dans ma formation. Mais ça aide beaucoup pour le travail en équipe. Puis bien sûr aussi s'ouvrir quand vous faites des game jams à peut-être d'autres organisations, des choses comme ça peut j'imagine, vous aider à commencer à trouver des petites pistes de réflexion sur ah ça fonctionne pas bien, ah, avec moi en tout cas ça fonctionne pas bien avec moi, mais par contre ça j'ai l'impression que ça me correspond un petit peu plus et c'est vrai que ça aide beaucoup.
dans votre vie professionnelle, puisque c'est un peu ça quand même, la communication, le fait de parler sans arrêt avec les autres et de pouvoir formaliser des idées, surtout quand on est game designer et qu'on travaille dans des métiers créatifs. C'est très important. Euh, bah, merci beaucoup pour cette petite question. On est à 14h36. Donc, je vais essayer de te trouver une petite dernière question pour qu'à 40, on commence à récupérer la première équipe, qui sera les Mirabellules. J'espère que les Mirabellules sont prêts. Et du coup, en petite question, qu'est-ce que je peux avoir? Ah bah, est-ce que en tant que game designer, tu as une préférence de genre de jeu sur lequel tu aimes travailler? Est-ce que ce genre de jeu est différent de toi, ton type de jeu en tant que joueuse? Absolument. Oui, il est absolument différent. Je pense que, le genre de jeu en fait, c'est plutôt le genre de jeu sur lequel il est le plus facile pour moi de travailler. Ce sont vraiment, des jeux avec des fortes, composantes narratives. Mhm. Parce que généralement, ce sont des jeux qui impliquent beaucoup de world building et que je réfléchis beaucoup comme ça, en fait, en imaginant, toutes les possibilités et en construisant quelque chose de vraiment très global. Donc c'est le plus facile à exploiter dans les jeux narratifs parce que ça donne beaucoup de matière et à titre personnel, je pense que, le genre de jeux auxquels je joue le plus sont vraiment des jeux de gestion et des jeux d'horreur. Ah oui, mais et tu retrouves pas forcément ce qui t'intéresse professionnellement dans ces jeux? C'est ça. Bah, Ou les jeux de gestion, ça implique quand même une grande phase, d'équilibrage et de mathématiques que j'ai déjà été, amenée à faire professionnellement, mais qui est pas, forcément ce qui me plaît le plus. Mhm. Et les jeux d'horreur, ça reste souvent des jeux narratifs, mais qui traitent des sujets qui sont très difficiles et si j'apprécie ces expériences, à titre personnel, c'est pas forcément, des choses que j'ai envie Mhm. de faire, à titre professionnel. Bah, c'est super intéressant parce que mais j'avais fait une petite formation Gamefeel avec Abiding Bridge il y a un peu moins de 2 semaines, et la game designer qui tenait la formation disait justement que qu'il y avait cette différence entre elle, pour elle, une bonne équipe de game designers, c'est quand il y a des personnes qui aiment énormément le genre et des personnes qui l'aiment pas non plus très particulièrement, pour avoir les deux expériences et essayer de plaire à le plus de joueurs possible. Je suis Ah désolée, tu pardon, as coupé. j'ai Est-ce que encore tu peux coupé? refaire ta phrase, s'il te plaît? Pas de problème. Elle disait que pour elle, une bonne équipe de game designers, c'était d'avoir des personnes qui sont très spécialisées dans le genre de jeu et des personnes qui le sont globalement au moins, pour avoir ce panel de joueurs possible et comparer les expériences. Ouais, tout à fait et en plus, c'est super intéressant parce que ça permet aussi enfin, une grosse partie du game design, c'est vraiment, savoir comment on aborde une idée et essayer de renouveler un petit peu l'approche qu'on peut avoir. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile parce que, bah, généralement, on n'a pas forcément la chance de sortir de son contexte socio-culturel tous les jours. Donc on va finir par boucler et par aborder toujours, les idées, de la même manière ou avec le même angle d'attaque. Donc en incluant des gens qui, sont pas forcément fans d'un genre de jeu, par exemple, bah, ça permet déjà de renouveler l'approche parce qu'ils vont avoir un point de vue qui est différent sur ce qu'on est en train de produire. Et ils vont dire qu'il y a des choses qui sont un peu des standards de ce genre, qui leur parlent pas ou qui leur plaisent pas ou qui sont difficiles pour eux et ça permet de renouveler les angles d'attaque, en fait. Mm. Ça doit être rigolo d'avoir des personnes qui sont full connaisseurs d'un genre et d'autres personnes qui essayent de sortir peut-être ou de proposer des idées. Je t'ai perdu à nouveau, je sais Ah pas si tu pardon, m'entends? oui, je t'entends. OK. Ça doit être marrant d'avoir ce mélange-là entre des personnes qui sont corps et âme fans de ce type de jeu et qui veulent reproduire un peu, et des personnes qui disent bah non, si on reproduit c'est le même jeu que telle chose ou telle chose, on essaye un petit peu d'innover. C'est ça. Bah, on revient aux soft skills finalement, on est sur des questions de flexibilité et de savoir se remettre en question et de pas toujours, rester ancré dans ce qu'on croit connaître, mais d'écouter les autres en fait. Bah, écoute, moi ça va. Ok, et bah parfait. Bah, parce que j'avoue qu'une question en 6 minutes, peut-être une petite quelque chose hop.
Bah, par rapport à tes voyages, parce que t'en as fait beaucoup, est-ce que, bah, pour revenir sur ce que j'ai vu, donc t'as eu le Pays de Galles, t'as eu le Japon, du coup ça t'a permis d'apprendre plusieurs langues, parce que tu parles aussi un peu allemand, si je me trompe pas. Est-ce Tout que à ça fait. t'inspire dans ton travail, que ce soit culturellement ou juste d'un point de vue linguistique aussi, ça peut être aussi une inspiration? Bah, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment, la flexibilité et l'adaptabilité sont super importantes dans le métier de GD et le fait d'avoir plusieurs approches ou des manières un peu inhabituelles d'approcher les sujets, c'est toujours un vrai bonus. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais il y a plein de manières différentes, en fait, Mmh. d'amener, ces changements de point de vue, ces changements de modèle de réflexion dans son travail et notamment, j'encourage tout le temps, mes équipes à lire des livres, regarder des films, écouter de la musique qui sont faits dans d'autres pays parce que ça apporte, principalement sur l'aspect narratif, des approches qu'on n'a pas du tout avec, des structures, de réflexion, de communication qui sont, un peu enfin qui sont très différentes des nôtres et qui apportent beaucoup de renouveau. Ça permet de traiter des sujets, de manière, innovante, justement, on en parlait. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, de faire des voyages et de pouvoir, bah, découvrir ces cultures, sur le terrain. Mais, il y a plein de manières de le faire et c'est vraiment quelque chose de super important dans notre métier. Et surtout si on parle de world building, du coup, s'inspirer de pourquoi dans tel endroit on construit les maisons de cette manière, on parle ce genre de langue, les habitants ressemblent à ça. C'est des questions qui sont super intéressantes et qui mélangent des aspects scientifiques. Donc c'est sûr que c'est super important. T'as déjà fait Absolument et là des... Pardon, désolée, pardon. vas-y, Non, je vas-y. voulais juste, rajouter, très rapidement que particulièrement pour, cette game jam dont, le thème est, les formes de langage, je trouve que l'étude des langues est un excellent moyen de comprendre, le contexte socioculturel, d'un pays ou d'une culture, parce que ça en dit beaucoup en fait sur, la façon dont les gens réfléchissent. Mm. C'est vrai que ces dernières années, par exemple, on parle beaucoup de la Corée et le fait que c'est une langue qui est extrêmement nouvelle et qui est du coup plutôt simple à apprendre de ce que beaucoup de gens en disent. Alors qu'il y a des langues qui sont beaucoup plus anciennes et qui vont avoir un héritage qui s'est formé à travers les siècles et qui vont être beaucoup plus complexes. Même si bien sûr ça dépend quelle est notre langue native pour apprendre certaines langues. Mais c'est vrai que la linguistique, c'est quelque chose de super intéressant. C'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup d'équipes sont vraiment parties du point de vue strict de la langue, or qu'on s'est dit, bah, le langage, ça peut être beaucoup plus large. Et c'est vrai que la personne qui passe juste après, je sais sur quoi elle est partie et ça change un petit peu. Du coup, si elle est pas là, je serais un petit peu triste. Même si toutes les idées sont top et que c'est trop intéressant comme sujet la langue. J'ai une Mmh. question un peu bête. Est-ce que tu aurais des exemples de jeux sortis qui ont pour toi un world building bien géré vs un world building qui aurait pu être amélioré? Si bien sûr ça te pose pas de problème. C'est quelqu'un qui l'a dit dans Oh, le chat, du coup. OK. Hem, alors, un exemple de jeu où le world building est très bien géré, qui en plus est assez, comment dire? C'est un assez bon sujet d'étude. Ça serait, Unpacking qui est sorti, bon récemment, il y a quelques années déjà quand même, mais dont le world building en fait, est traduit, presque à 100 dans la narration environnementale. Donc on peut l'étudier avec, beaucoup de facilité. Est-ce que tu y as joué? Est-ce que ça te parle? Oui, oui, j'y ai joué et j'ai regardé énormément de gens le découvrir aussi. Mmh. Je l'aime beaucoup ce jeu, je trouve que c'est trop intelligent et il résonne tellement sur les étapes de la vie et tout ça. Et pourtant, il n'y a pas de dialogue. Donc c'est... Exactement. Et c'est un très, très bon exemple de, comment est-ce que, en fait, on se sert de la narration environnementale pour, pour raconter, enfin pour donner mais tous les éléments du world building, heu, de manière Mm. intelligible, en fait. Mm. Et après, oui, pour un qui l'a peut-être mal fait, peut-être t'inquiète hein, si
Parce que c'est difficile Ouais, de donner un nom parce que c'est en général quand le world building est pas très bien géré, c'est que c'est pas forcément à cause des à cause des world builders ou c'est peut-être qu'il y en a juste pas eu en fait, je pense. c'est ça. Alors peut-être qu'on peut transformer un petit peu la question et Mm. au lieu de parler de ah pardon, il y a un chat qui passe derrière moi. Au lieu de parler de world building, mal géré, on peut parler d'un projet dans lequel le world building n'est pas important, Oui, ouais, ça peut si ça te être. va? Oui, ah oui. Et je peux prendre comme exemple, Beat Saber. Donc pour Mm. le coup, le world building n'est pas important. Il est alors, il y en a un parce qu'il y en a dans tous les projets, mais il est, quasiment, inexistant, très peu représenté en tout cas et il n'impacte pas l'expérience et le plaisir qu'on peut avoir, en jouant à ce jeu. Et oui, mais de toute façon, d'un autre côté, le joueur, bah ça lui apporte pas grand chose. C'était super intéressant de t'avoir. T'as eu des retours qui sont super top. Et je pense qu'il y a plein de bons conseils qui ont été donnés tout au long de cette entrevue. Ouais, c'était vraiment un plaisir de partager ces 2 heures avec toi et de découvrir, tous les projets, extrêmement sympas, Mhm. qui ont été proposés. J'ai hâte de voir, comment les équipes vont évoluer.